Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci les organisateurs et Jean-François Payen de m'avoir invité et puis d'avoir organisé ce très bel événement. Merci, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Et c'est une ville qui est toujours très, très agréable. Donc, merci beaucoup. Donc, j'ai un challenge en 20 minutes de vous parler de tout le monitorage. Donc, c'est impossible. Donc, soit je rentre chez moi, soit je fais des choix. Et donc, j'ai fait des choix. Et après, vous pourrez poser des questions si je n'ai pas traité ce que vous voulez. Euh, hum, Malheureusement, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer, comme dirait ma femme. Alors, on va commencer par parler de l'hypertension intracrânienne traumatique. Fabio en a parlé, et c'est le principal sujet de préoccupation. Mais on va voir qu'en fait, peut-être qu'il faut aller un peu plus loin que ça. Donc, la, la méthode de référence, et là, il faut quand même être assez précis, ça reste le capteur invasif, hein. Donc, on a tous travaillé sur les capteurs non invasifs parce que parfois, on n'a pas, c'est avant qu'on ait le capteur invasif, parfois l'indication n'est pas très claire. Donc, mais quand même, si on veut mesurer les choses, on n'envisagerait pas de ne pas mesurer la pression artérielle par un capteur invasif de pression artérielle. D'accord? Et cela dit, on se pose beaucoup la question de savoir si la pique, ça a un bénéfice pour les patients. Je ne connais pas, moi, une étude qui a montré que poser un capteur de pression artérielle sur les chocs septiques, ça sauve des vies. Et donc, il y a peut-être parfois des questions qu'on se pose sur des capteurs cérébraux qu'on ne se pose pas pour d'autres capteurs. Et des fois, on tourne un peu en rond. Voilà, donc c'est plus ce qu'on en fait que la méthode elle-même, finalement, hein. Donc, ça, c'est un premier outil de réflexion que je vous suggère. Finalement, se poser la question de savoir si la pose d'un capteur améliore le pronostic. Je peux déjà réécrire la réponse à l'article, hein, c'est que ce sera NS à la fin, hein. Vous n'arriverez pas à montrer que ça améliore le pronostic. Donc, alors, la pique, bon, c'est entre 5 et 15, ça fluctue, hein. Il y a des jours, le matin, souvent la pique est plus élevée chez les patients cérébro-lésés. Euh, Puis voilà, la définition habituelle de la pique, c'est 20. L'hypertension intracrânienne, pendant plus d'un minute, ça a été pendant des années cette définition qui a été prise. En fait, on sait aujourd'hui que en fait, c'est probablement un seuil un peu plus élevé. En fait, la mortalité augmente quand les patients ont, à moins de 55 ans, ont plutôt plus 23 de pic. Et puis, il y a un effet sur le pronostic neurologique à 22 de pic. Donc, les seuils aujourd'hui, par les recommandations nord-américaines, et puis aussi les françaises, disent plutôt qu'il faut prendre 22, 23 de seuil comme trigger pour traiter les patients, en tout cas considérer que c'est probablement pathologique. Mais en fait, ça, c'est complètement illusoire. Avoir 23 de pic pendant 5 minutes, finalement, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est bien le temps passé au-dessus du seuil. Et en fait, il y a beaucoup de papiers aujourd'hui qui montrent qu'en fait, c'est la dose d'hypertension artérielle qui est importante. Je vous montre celui-là parce que je trouve il est assez intéressant à expliquer. Ici, vous avez la pique. Puis là, vous avez le temps au-dessus du seuil. Et puis en rouge, en fait, c'est ce qui est en rouge ou en jaune, c'est la corrélation négative avec le pronostic. C'est-à-dire que plus c'est rouge, moins le pronostic est bon. Et vous voyez bien qu'en fait, il y a, quand la pique est normale et qu'il en fait, il n'y a pas beaucoup de temps au-dessus du seuil, en fait, bon pronostic. Mais quand la pique est anormale, à 30 avec une durée d'hypertension quand même élevée, et ben en fait, ça, c'est pathologique. Et en fait, ça, on a du mal à l'appréhender. Nous, on ne mesure pas ça sur nos malades. On ne mesure pas la dose d'hypertension crânienne, alors qu'on devrait le faire et les moniteurs peuvent le faire, en fait. Et donc, plus que le chiffre de pic, il faudrait mesurer la dose d'hypertension intracrânienne. Et c'est ça qui est important chez nos patients. Et donc, il ne faut pas appréhender la pique comme quelque chose d'un chiffre. C'est comme la pression artérielle, c'est pareil, c'est la dose d'hypotension artérielle. C'est exactement la même chose pour l'hypertension intracrânienne. Alors, pourquoi il faut mettre des pics? Ben, il faut mettre des pics parce que l'examen clinique, c'est super important, mais chez beaucoup de patients, ça reste limité. Puis ça peut varier brutalement. Chez les malades dans le coma, on a besoin d'un monitorage continu. Le monitorage non invasif, et moi j'ai beaucoup travaillé sur le monitorage non invasif, on sait très bien que c'est discontinu. Le Doppler continu, moi je mets plus ça chez les malades, ça fait chauffer les cerveaux, c'est pas très bon. Les ultrasons continus sur le cerveau, attention. Donc, et puis les scanners, Lionel vous en parlera, mais si quelqu'un peut me donner le chiffre de la pique avec un scanner, je l'embauche sur mon équipe tout de suite, hein. Voilà, ça ne marche pas en fait. On n'arrive pas. On peut savoir, on peut estimer le risque d'hypertension intracrânienne, mais on ne peut pas savoir le chiffre de pression. Alors, la grande controverse, c'est ça, hein. C'est Randall Chestnut qui est quelqu'un d'extraordinaire, hein. Cette personne, c'est vraiment, enfin, quand on discute avec lui, il est brillantissime, il fait une superbe étude qu'on aurait aimé tous faire, hein, les neuroanimateurs, c'est randomiser pic versus pas pic. Donc il a fait cette étude en Bolivie, en Équateur, parce que
les comités d'éthique aux États-Unis ne permettaient plus de faire ça parce que les médecins considéraient que la PIC, ça faisait partie du monitorage habituel. Et alors, il a fait une superbe étude. Il a randomisé les patients, traumatisés crâniens, groupe PIC, donc objectif de PIC en dessous de 20, il suivait les recommandations nord-américaines, et puis un groupe clinique plus imagerie, c'est-à-dire sédation, osmothérapie, hyperventilation modérée. Alors, on peut discuter, mais c'est pas bête l'hyperventilation modérée, si c'est modéré. C'est pas du tout idiot. DVE, barbiturique, et si aggravation, scanner et bloc. Donc là, on se dit tout de suite, le groupe clinique, voilà, c'est la catastrophe, ils font n'importe quoi, les malades vont mourir. Le résultat, c'est que non significatif. Pas de différence sur la mortalité, pas de différence sur le pronostic neurologique. Alors là, vraiment, tout le monde s'est dit, qu'est-ce que c'est la PIC ne sert à rien. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Dans cette étude, on se rappelle qu'on est en Bolivie, en Équateur. Et en fait, dans cette étude, seulement 45% des patients étaient transportés à l'hôpital par ambulance. Ça veut dire que 45% des patients étaient mis sur la banquette arrière de la voiture et étaient déposés aux urgences par les proches qui avaient ramené cette patient. En Bolivie, en Équateur, il y a très peu de centres de rééducation, de MPR. On sait très bien l'importance des centres de rééducation, de MPR, pour le pronostic de nos patients, on l'a vu ce matin. Et donc, en fait, cette étude, si vous êtes en Bolivie, en Équateur, il faut plutôt investir dans le préhospitalier que dans le capteur de PIC. Voilà. Mais si vous êtes en Europe, c'est peut-être, ou aux États-Unis, c'est peut-être un autre problème. Donc, je ne pense pas qu'on puisse extrapoler cette étude à nos pratiques. Et aujourd'hui, en fait, il y a quand même des méta-analyses. Moi, je ne suis pas un grand fan des méta-analyses. On mélange des carottes, il y a une hétérogénéité extrêmement importante des études, mais qui suggère quand même qu'il y a un bénéfice à un capteur, un monitorage invasif de la PIC chez les traumatisés crâniens. Mais encore une fois, je pense que ce n'est pas la question principale. La question principale, c'est quel traitement on fait. Et une étude qui est un peu aussi qui dérangeante, cette étude de Claudia Robertson des années 99, qui avait randomisé 2 niveaux de PPC, PPC haute, PPC basse, basés sur la PIC. Et puis en fait, ils avaient montré qu'en fait, on avait moins de saturation veineuse jugulaire en oxygène dans le PPC haute, mais il y avait beaucoup plus de complications respiratoires, parce qu'ils obtenaient les PPC hautes en remplissant les malades et en faisant de la dobutamine. Et donc beaucoup plus de complications respiratoires. Résultat, à la fin, pas de différence en termes de pronostic neurologique. Donc encore une fois, ça dépend ce qu'on en fait de la PIC. Si c'est pour remplir les malades et mettre de la dobutamine, c'est une mauvaise idée. Par contre, il y a peut-être d'autres choses. Si on hyperventile, c'est une mauvaise idée. Si on hyperventile beaucoup, ça tue les gens. Mais si on hyperventile modérément, à discuter. Il y a eu un très bel article récent dans Intensive Care Medicine sur ce sujet. Et moi, j'avais écrit l'éditorial qui était en rapport avec ça. En fait, c'est une question intéressante, l'hyperventilation modérée. Et puis le chiffre, il faut aller au-delà du chiffre. Vous avez tous vu les courbes de pression. Et puis en fait, il y a la morphologie de l'onde de pression. La première en haut, là, c'est une courbe de pic avec la réflexion de l'onde de pouls dans le cerveau, avec 3 ondes. La deuxième onde étant plus basse que la première, ça c'est un cerveau compliant. Là, vous pouvez avoir 15 de pic. Puis vous pouvez aussi avoir 15 de pic à cet endroit-là, mais avec une deuxième onde plus élevée que la deuxième. Ça veut dire que l'onde de pouls, en fait, elle s'amplifie dans le cerveau. Et ça, c'est un cerveau qui n'est pas compliant. Et en fait, ce malade-là, même s'ils ont 15 de pic, ce malade-là, il ne faut probablement pas le réveiller parce qu'il n'est pas compliant. Et celui-là, vous pouvez peut-être le réveiller et voir comment ça se passe. Donc, c'est au-delà du chiffre. Et puis, au-delà du chiffre, ça veut dire, en fait, il n'y a pas de chiffre magique de pic. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Arrêtons de penser qu'il y a un chiffre magique de pic qui ira bien pour tout le monde. C'est un paramètre dynamique. Il faut probablement faire de la médecine personnalisée. Et en fait, moi, je vous conseille de venir demain matin, écouter Laurent Gergelet parler de ça. Parce que, moi, je ne parle pas de PPC aujourd'hui, parce que Laurent en parlera demain matin. Mais en fait, le chiffre magique de pic, oubliez ça. C'est juste un trigger, un signe d'alerte, allez élever, et après, il faut aller voir les malades. Alors, les recommandations, quand même, elles vous disent, vous pourrez les relire si vous voulez, mais elles sont très argumentées dans les argumentaires, mais pour vous les rappeler, il faut probablement avoir un recours à un monitorage systématique de la pression intracrânienne après un trauma crânien, afin de détecter une hypertension intracrânienne. C'est bien dit, ça veut dire on ne va pas améliorer le pronostic, on va détecter une hypertension intracrânienne. S'il y a des signes d'hypertension intracrânienne sur l'imagerie, et je pense que Lionel vous en parlera, s'il y a une chirurgie urgente périphérique, et puis si l'évaluation neurologique est impossible. Il faut aussi avoir recours à un monitorage de la PIC si le score moteur préopératoire, quand on opère les gens en post-opératoire, est inférieur à 5, inférieur ou égal, s'il y avait des modifications pupillaires, s'il y avait une instabilité hémodynamique en préopératoire, et puis s'il y avait des signes d'imagerie qui évoquaient une gravité. Et donc ça, il faut avoir un monitorage de la PIC facile en post-opératoire. Il ne faut pas avoir recours à un monitorage de la PIC si le scanner est normal, y compris, et qui est en l'absence de critères de gravité clinique et d'anomalies au Doppler.
Ça, c'est une modification par rapport aux recommandations anciennes, hein, aujourd'hui, un scanner normal, quand même, a des performances intéressantes pour éliminer une hypertension intracrânienne. Donc, on ne met plus de pic sur ces patients-là. La question maintenant est, moi, je ne sais plus qui a dit ça un jour à un congrès, mais on est complètement schizophrène en neuroréanimation. On passe notre temps à dire qu'il faut éviter l'ischémie cérébrale et qu'il faut mesurer la pression intracrânienne. Et pourquoi on ne mesure pas l'oxygénation cérébrale si on veut éviter l'hypoxie tissulaire? Oui, ça paraît logique. Et donc aujourd'hui, on passe de l'hypertension à l'hypoxie tissulaire cérébrale. Et en fait, certaines hypoxies sont liées à l'hypertension intracrânienne, d'autres pas. Et ça, c'est intéressant. Alors, comme Fabio m'a gentiment cité tout à l'heure, je le cite également. En fait, je vous conseille vraiment de lire ce très bel article qui est paru cette année dans Intensive Care Médecine, qui fait un peu le point sur le monitorage de l'oxygénation cérébrale. Et en fait, il y a quand même des choses qui font baisser l'oxygénation cérébrale. La baisse de la PPC, la baisse de la PaO2, la baisse de l'hémoglobine et l'augmentation du métabolisme. La première cause de baisse de PTiO2 en neuroréanimation, c'est la pneumonie. Hein, il y a un bel article récent qui montre ça. Donc, c'est l'hypoxie liée à la pneumonie. Et même parfois le sepsis, même sans trop d'hypoxie. Et donc ça, c'est la première cause. Et donc, il faut peut-être aller vérifier d'abord le poumon et l'oxygénation avant d'aller s'énerver sur le cerveau. Le capteur invasif, parce que c'est le topo que je vais faire aujourd'hui, eh ben, il y a la PTiO2. L'intérêt par rapport à la NIRS, c'est qu'il n'y a pas de contamination extracrânienne. C'est qu'il y a vraiment une très bonne résolution temporelle, c'est un monitorage continu avec une fréquence très élevée de monitorage, que bon, ça coûte un peu cher, mais ça reste acceptable. Et la résolution spatiale, hein, c'est quelques millimètres cubes autour de la sonde, et donc ça reste limité. C'est absolument pas un monitorage global, mais ça donne une information quand même, avec des valeurs normales qui sont au-dessus de 20, et avec des critères pour dire qu'il peut y avoir une hypoxie modérée, critique ou sévère. Mais là encore, c'est bien la dose d'hypoxie, le temps passé en dessous du seuil qui est importante. Et tant qu'on n'aura pas ces critères quasiment en continu, hein, aujourd'hui les moniteurs permettent ça, d'avoir en fait le temps passé en dessous du seuil que vous avez prédéfini. Et ça, à mon avis, c'est plus intéressant. Il y a beaucoup d'études à faire encore hein, sur ça, mais ça me paraît être un critère beaucoup plus intéressant. Je voudrais partager avec vous 2-3 choses sur la PTiO2. Moi, c'est un article qui m'a fasciné quand je l'ai lu, qui est assez peu connu, mais c'est la relation entre la pression tissulaire en oxygène du cerveau et la pique. Aucune relation. Aucune relation. Je crois qu'il y a plus de 20 000 mesures dans ce papier. Aucune relation. La relation entre la PTiO2 et la PPC. Grossièrement, comme ça, pas de relation. Donc ça veut dire que ce sont bien deux paramètres qui ne mesurent pas la même chose. Et donc, ça, c'est à la fois intriguant et intéressant. Alors, il faut essayer d'aller un peu plus loin, parce que quand même, imaginez les malades qui ont une hypertension intracrânienne réfractaire. La question que se pose cet article, c'est à partir de quand la PTiO2 baisse, quand on a la pique qui monte. Et ça, c'est des données intéressantes. Hein. C'est comme toujours l'équipe de Cambridge qui fait des papiers qui sont loin d'être bêtes. Et bien, vous voyez, si on prend le seuil habituel de PTiO2 à 20, qui est là-haut, et on regarde la pique et la PPC, ben, vous voyez que quand on baisse à moins de 20 de PTiO2, ça correspond à une pique qui est très élevée, probablement supérieure à 40. Ça correspond à une PPC qui commence à être basse, aux alentours de 55. Et donc, il faut quand même avoir une pique très très élevée pour baisser sa PTiO2 dans des conditions normales. Et donc ça, c'est à la fois intéressant, mais ça montre qu'il y a aussi d'autres paramètres qui vont faire baisser la PTiO2 qui ne sont pas dépendants de la pique. Et donc, encore une fois, c'est deux paramètres qui sont parfois liés quand la pique est très élevée, mais qui ne sont pas liés quand la pique est normale. Et donc ça, c'est intéressant. Et alors, quelle est la formation complémentaire ? Je vous montre cette étude qui est une étude récente, la plus gros collectif de patients rétrospective, la base de données nord-américaine, plus de 3000 patients. Et ils ont regardé rétrospectivement les patients qui avaient été monitorés par pique et PTiO2 par rapport à ceux qui avaient été monitorés par une pique seule. En gros, la question, c'était quelle était la valeur ajoutée du monitorage de la PTiO2. Et en fait, ils montrent que la proportion de patients qui meurent est plus élevée dans le groupe pique seul, avec l'absence de différence sur le pronostic neurologique chez les survivants. Et donc ça, c'était un argument parmi d'autres études pour dire peut-être que la pique va pouvoir récupérer une partie des patients et améliorer la survie des patients. Et en fait, il y a plusieurs études randomisées contrôlées sur ce sujet qui comparent monitorage de la pique seule versus monitorage de la pique plus de la PTiO2
voire monitorage de la PTiO2 seul. En fait, ces trois études, c'est une étude nord-américaine qui s'appelle Boost. Alors, il y avait Boost 1, Boost 2, et il y a Boost 3 qui est en cours. Boost 2, c'est celle que je vais vous présenter. C'est une étude de faisabilité qui compare PIC versus PTiO2. Il y a OxyTC, Jean-François Payen, il vous en parlera. Je ne vais pas discuter de cette étude parce que c'est Jean-François Payen qui vous montrera, si vous restez un petit peu lors de l'Assemblée générale, les résultats de l'étude. Et puis, il y a l'étude Bonanza qui est Lanzik, hein, Nouvelle-Zélande, Australie. Donc le drapeau, en fait, la Nouvelle-Zélande, c'est très proche, le drapeau de la Nouvelle-Zélande, c'est l'Australie. J'essaie de trouver deux drapeaux, en fait, c'est juste une subtilité de couleur. Et donc, j'ai mis que le drapeau de l'Australie. Je vous montre Boost. Boost, c'est randomisé contrôlé, pic PTiO2 versus pic seul. Et le pronostic neurologique à 6 mois comme critère de jugement principal. En fait, c'est une étude de faisabilité. Donc déjà, le premier résultat, c'est est-ce que les malades qui ont pic plus PTiO2, en fait, ils ont été efficaces? Est-ce qu'ils ont réussi à améliorer les choses? La réponse est oui, ils améliorent l'oxygénation cérébrale. Le résultat, c'est qu'il semble y avoir une tendance à l'amélioration du pronostic neurologique à 6 mois dans le groupe PIC plus PTiO2 par rapport à PIC. Que ce soit en termes de gosse ou en termes de handicap à 6 mois. Donc, il semble, c'est une étude de faisabilité qui n'est pas designée complètement pour ça. Et donc, il y a l'étude Boost 3 qui est en cours, qui va répondre à la question sur l'étude bien faite, sur un gros collectif. Donc, on attend la réponse. Et pour compléter et finir un peu le topo, je vous propose de revenir sur ce papier, qui est un papier vraiment très bien fait, le consensus de Seattle hein, sur le CIBIC dont a parlé aussi Fabio tout à l'heure, qui en fait fait un peu le point sur la gestion, les algorithmes de gestion des patients avec une oxygénation cérébrale et une PIC. Et en fait, ils définissent 4 situations. Première situation, c'est le malade qui a une PIC basse, moins de 22 hein, comme seuil, et une PTiO2 haute, plus de 20. C'est un type A, en gros, ça va. Deuxième situation, PIC élevé, mais PTiO2 normal. Troisième situation, PIC basse et PTiO2 basse. Et quatrième situation, PIC élevé et PTiO2 basse. Et donc, je vous montre cette proposition d'algorithme. Alors ça, c'est la mienne, honteusement inspirée de celle du professeur Quintard, mais adaptée à ma sauce, parce que je n'étais pas tout à fait d'accord avec pas mal de choses qui étaient dans la proposition de Hervé. Donc je vous le montre, moi, c'est ma façon de voir les choses, mais vous en ferez ce que vous voulez. Je ne prétends absolument pas avoir la vérité sur ce qu'il faut faire sur ces malades. Ce que je sais, c'est que probablement quand la pique est basse et que la PTiO2 est normale, il faut probablement réveiller le malade. Il faut arrêter de l'endormir, il faut probablement ne rien faire et avancer et réveiller le malade. Et c'est aussi un argument pour mettre la pique. Hein. Moi, je discute souvent, les chirurgiens ils discutent souvent, oui, dans la pique, le malade, il n'est pas si mal, mais pas de pique, on le réveille. Non, je dis, on met une pique pour réveiller le malade. Parce que si la pique est normale, c'est déjà une information importante. On va éviter des sédations inutiles. Deuxième situation, donc on voyait, on part en haut ici sur la PTiO2. Ça, c'est intéressant parce qu'on met en premier lieu l'oxygénation et en deuxième la pique. On aurait pu réfléchir de façon inverse en mettant la pique en haut et la PTiO2. Mais bon, moi, je trouve que c'est intéressant de faire ça. PTiO2 normale et pic haute, et bien là, l'algorithme de traitement, c'est le traitement d'une hypertension intracrânienne. C'est-à-dire optimiser sédation, chercher le PPC optimal, peut-être dériver le liquide, normocapnie, voire hypocapnie modérée, puisque la PTiO2 est normale. Pourquoi ne pas vasoconstricter un peu le cerveau? Moi, ça me paraît intéressant. Normothermie, voire hypothermie modérée, mais là encore avec des points d'interrogation, et peut-être la chirurgie de décompression sur ces malades. C'est probablement ces malades-là qui vont bénéficier d'une chirurgie de décompression. Deuxième grande case, PTiO2 basse, donc hypoxie tissulaire. Si la pique est basse, là, on a probablement un problème de transport en oxygène. Donc, il faut chercher la PPC optimale, optimiser le débit cardiaque, hein, optimiser la ventilation, c'est-à-dire probablement avoir une PO2 aux alentours de 100 à 150 mm de mercure, normocapnie, voire hypercapnie modérée. Pourquoi ne pas augmenter un peu la capnie de ces malades-là? Si la pique est basse, pas de problème. Et ça, c'est intéressant. Et puis, bien sûr, transfuser s'ils sont anémiques, en dessous de 9 grammes. Et donc, vous voyez, ce n'est pas du tout la même case. Alors, attention, c'est un petit peu... voilà, je suis un peu... C'est pas tout à fait consensuel, ce que je vous dis là. Hein. L'hypercapnie dans le trauma crânien, dites pas que Gérard, s'il a dit faire l'hypercapnie à tous les traumas crâniens, mais pourquoi pas hein. Et puis, PTiO2 basse et pic élevé, là, on n'est pas très bien. Et donc, il faut traiter l'HTIC, optimiser le traitement, l'oxygénation, et c'est malades les plus graves. Pour finir, je voudrais vous parler d'un autre monitorage en 2 diapos, le monitorage métabolique cérébral et invasif, hein, qui va chercher à mettre en évidence une dysfonction énergétique. Et la dysfonction, c'est la microdialyse cérébrale, qui va monitorer principalement
Il y a plusieurs choses, hein, mais le critère le plus évalué, c'est le rapport lactate sur pyruvate, qui est témoin en fait d'un métabolisme du glucose qui dysfonctionne et d'une dysfonction énergétique cérébrale. Et le lactate sur pyruvate ratio, en fait, il est associé, quand il est élevé, avec un excès de mortalité, tout comme la perte d'autorégulation des malades, tout comme l'hypertension intracrânienne, et tout comme l'âge, ou tout comme l'hypoglycorachie. Et donc ça, c'est des critères de gravité des malades. Ça monitore une dysfonction énergétique qui peut être associée ou pas avec un trouble du transport de l'oxygène ou un trouble de la diffusion de l'oxygène, mais c'est intéressant. Il y a des études quand même qui montrent, des études en fait des Américains par exemple, assez anciennes mais assez séduisantes, qui montrent qu'on peut avoir des dysfonctions métaboliques sans ischémie cérébrale. C'est-à-dire quand on couple des monitorages de l'oxygénation cérébrale par du débit en PET scan et qu'on fait en même temps de la microdialyse, on montre qu'il y a très peu de cerveau qui est hypoxique en débit en fait, mais qu'en fait il peut y avoir des crises métaboliques dans des régions assez étendues. Et ce qui est intéressant, c'est que ces crises métaboliques, en fait, elles vont être associées ici. Vous voyez, ici, il y a une perte en fait de substance du cerveau, une atrophie cérébrale, et c'est dans les zones où cette dysfonction métabolique était survenue. Et donc, c'est probablement un des critères qui vont faire que le cerveau va évoluer vers de l'atrophie et vers des conséquences cérébrales, parmi d'autres, hein, en hypertension intracrânienne, l'hypoxie tissulaire cérébrale, et tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, la dysfonction électrique, il y a plein de dysfonctions dans le cerveau. Et donc, pour conclure, je vous dirais que en fait, on fait un monitorage invasif pour détecter une souffrance tissulaire. Si elle est macrocirculatoire, c'est plutôt PIC, PPC, PTiO2. Si on veut aller plus vers la microcirculation, c'est plus la PTiO2 et la microdialyse. Et si on veut aller plus vers le métabolique pur, ce sera la microdialyse. Et donc, on est vraiment dans ces différents champs d'exploration. Il y a une association démontrée avec la gravité et le pronostic neurologique. Ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est trouver des stratégies thérapeutiques basées sur ce monitorage et montrer qu'en fait, on est capable d'améliorer le pronostic. Et ce n'est pas l'évaluation d'un seul monitorage qui va sauver des gens, c'est bien les stratégies thérapeutiques associées à ce monitorage qu'il faut aller évaluer. Je vous remercie.